Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. En 2010, dans la petite ville de New Chapel Hill au Texas, un événement tragique a bouleversé la vie d'Amanda Anderson et de sa famille. Amanda, une jeune femme de 19 ans, vivait avec ses parents et son frère dans cette communauté paisible de moins de 1000 habitants, située à environ 100 miles de Dallas. Amanda, née le 10 octobre 1990 à Fridley, Minnesota, était une étudiante brillante et passionnée de littérature anglaise au Tyler Junior College. Elle travaillait également chez Trinity Mother Francis et était connue pour son amour des mots, de la musique et de la vie. Mais le 15 septembre 2010, tout a basculé. Ce jour-là, Mark Nathaniel Anderson, connu sous le nom de Nate, a appelé le 911. Nate, âgé de 15 ans, était le frère d'Amanda. Sa voix tremblante et ses mots hésitants ont révélé l'horreur de ce qu'il venait de découvrir. Je faisais mes devoirs et j'étais un peu stressé parce que je ne trouvais vraiment pas les réponses à mes questions, a-t-il expliqué au répartiteur. Alors je suis allé courir rapidement dans les bois, comme je le fais parfois, et quand je suis revenu, la porte était enfoncée. Nate a raconté comment il avait d'abord vérifié sa chambre, puis celle d'Amanda, où il a trouvé sa sœur allongée sur le sol, sans vie. Le répartiteur, essayant de garder son calme, a demandé « Et quand vous dites que la porte a été enfoncée, c'était la porte d'entrée ou la porte arrière ?» Nate a répondu « Notre porte de garage, c'est là où tout le monde entre. » En larmes, Nate a tenté de se calmer sous les encouragements du répartiteur, qui lui a assuré que la police et ses parents étaient en route. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait touché quelque chose dans la maison, Nate a répondu par la négative. Puis, environ 2 minutes après le début de l'appel, Nate a décrit la scène macabre qu'il avait découverte. « Et elle a un trou de balle ?» a demandé le répartiteur. Nate a répondu « Oui, il n'y en a pas qu'un. Je pense qu'il y en a plusieurs dans sa tête. » Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du crime, Nate leur a raconté la même histoire qu'il avait partagée avec le répartiteur lors de son appel au 911. Il était rentré chez lui pour découvrir la porte enfoncée et sa sœur Amanda morte. Dévasté, Nate pleurait presque sans arrêt, incapable de comprendre comment quelqu'un avait pu tirer sur sa sœur. En examinant la scène du crime, le criminologue a conclu qu'Amanda était assise sur son lit lorsque quelqu'un lui avait tiré dessus, la faisant tomber au sol. Il n'y avait ni arme du crime ni douille sur les lieux, ce qui signifiait que le coupable avait soit pris les douilles, soit utilisé un revolver. Les parents d'Amanda étaient dévastés. Ils ne comprenaient pas qui aurait pu faire une chose pareille à leur fille, qui venait de terminer ses études secondaires et essayait de trouver sa place dans la vie. Amanda n'avait pas d'ennemis et ne souhaitait de mal à personne. Les grands-parents de Nate ont décrit comment son monde s'était effondré le jour où Amanda est morte. Les enquêteurs ont commencé à interroger les voisins pour en savoir plus sur Amanda et sa famille. Tous ont décrit la famille Anderson comme très soudée et religieuse. Un voisin a suggéré que le crime pourrait être lié à un cambriolage survenu 2 semaines plus tôt dans la région. Peut-être que le coupable avait vu Nate partir courir et avait ensuite pénétré dans leur maison. Amanda aurait pu devenir témoin de l'intrusion, ce qui aurait poussé le voleur à lui tirer dessus. Cependant, rien ne manquait dans la maison des Anderson. Les bijoux, l'ordinateur portable et d'autres objets de valeur étaient restés intacts. Le père d'Amanda, Mark, a confirmé aux enquêteurs que rien ne manquait. Cela a conduit les enquêteurs à douter de la théorie du vol qui aurait mal tourné. Pourquoi un voleur tirerait-il plusieurs fois sur Amanda sans rien voler? La chambre d'Amanda n'était pas le seul endroit où l'équipe de médecine légale cherchait des preuves.
Ils ont fouillé toute la maison, collectant des empreintes digitales et des cheveux, espérant trouver un indice laissé par quelqu'un d'autre que les résidents. Les enquêteurs ont également pris les vêtements de Nate comme preuve, car il était la première personne à avoir trouvé le corps d'Amanda. À première vue, les vêtements de Nate n'avaient aucune valeur pour la police, car il n'y avait aucune trace de sang dessus. Cela correspondait aux paroles qu'il avait dites au répartiteur lors de l'appel au 911. Il a affirmé qu'il n'avait rien touché, mais ils ont quand même envoyé ces vêtements au laboratoire avec d'autres preuves, car la première chose que la police devait faire était d'exclure les membres de la famille de la liste des suspects potentiels. Les enquêteurs ont demandé à Mark Anderson, le père d'Amanda, de leur montrer toutes les armes de la maison. La famille d'Amanda possédait toutes sortes d'armes, ce qui n'était pas inhabituel pour le Texas. Les Anderson n'étaient pas des chasseurs passionnés. Ils pratiquaient simplement le tir occasionnellement. La police a trouvé les armes à l'endroit indiqué par Mark Anderson. Ils ont saisi plus de 10 types différents de pistolets et de fusils, ainsi que plusieurs revolvers de la maison. Comme la police n'avait aucun suspect et que le mobile du crime restait flou, ils ont commencé à envisager l'activité des gangs criminels comme une version. Cependant, ils l'ont rapidement écarté. Les informateurs de la police n'ont également fourni aucune piste. Pendant que les enquêteurs essayaient de découvrir qui était responsable de ce crime, la famille d'Amanda essayait de faire face au chagrin qui les avait frappés. Le 17 septembre 2010, 2 jours après la mort d'Amanda, la police a reçu les résultats de l'autopsie. Le rapport indiquait qu'Amanda avait été abattue 4 fois, toutes les blessures étant à la tête. C'était étrange, car chaque tir aurait été fatal, mais le coupable ne s'est pas arrêté après le premier tir et a appuyé sur la gâchette 3 fois de plus. L'emplacement des blessures par balle sur la tête d'Amanda était également intriguant. Le criminel a tiré avec un pistolet de petit calibre. 2 blessures étaient sur le dessus de sa tête, une dans la région de la tempe droite et le dernier trou était directement sur le front. Tous les tirs étaient dirigés de haut en bas, sauf pour un tir à la tempe droite, où la balle est entrée à angle droit. En d'autres termes, toutes ces blessures étaient inhabituelles. Ce qui est arrivé à Amanda ressemblait plus à une exécution. Des balles de calibre 22 ont été utilisées lors du crime. Il n'y avait pas de traces de poudre autour des blessures sur la tête d'Amanda, ce qui signifie que le coupable se tenait à au moins 1 mètre d'elle. Après avoir analysé les preuves médico-légales, les enquêteurs ont conclu qu'Amanda connaissait la personne qui lui avait tiré dessus. 2 faits les ont aidés à tirer cette conclusion. Le premier est qu'Amanda était assise sur le lit et faisait quelque chose sur son ordinateur portable lorsqu'elle a été abattue. Le second est que le coupable se tenait à côté d'elle. Si une personne qu'elle ne connaissait pas était entrée dans sa chambre, elle ne serait pas restée assise sur le lit, mais aurait probablement pris une action. Mais elle ne l'a pas fait, et selon les enquêteurs, elle n'a rien fait parce qu'elle connaissait le coupable et ne s'attendait pas à ce qu'il lui tire dessus. Mais qui, parmi les personnes qu'Amanda connaissait, aurait pu lui ôter la vie? Les enquêteurs ont cherché des réponses à cette question en dehors de la maison de la famille Anderson. Ils sont allés au collège d'Amanda pour parler à ses amis. Sa meilleure amie a dit à la police qu'Amanda ne communiquait pas avec des étrangers, n'utilisait rien d'illégal et n'était donc pas associée à des personnes du monde criminel. Elle n'avait également aucun ennemi au collège. Mais que se passerait-il si quelqu'un surveillait Amanda et planifiait soigneusement l'attaque? Les enquêteurs ont parlé avec la sécurité du collège pour en savoir plus sur tout ce qui pourrait être suspect en relation avec Amanda ou d'autres étudiants au cours de l'année écoulée, mais cela n'a mené à rien. Une semaine après la mort d'Amanda, la police n'avait toujours pas de mobile, pas de suspect et aucune réponse pour sa famille. Les habitants de New Chapel Hill avaient peur pour leur vie. Alors que la famille Anderson était en deuil, elle cherchait désespérément à comprendre ce qui s'était passé et pourquoi. Peu de temps après, une récompense a été offerte pour toute information menant à une arrestation. Les enquêteurs espéraient que l'argent inciterait quelqu'un à partager des informations utiles. Le poste de police a commencé à recevoir des appels avec des pistes, mais la plupart étaient des suppositions qui ont compliqué l'enquête. Aucune des informations n'a donné le résultat escompté,
et toutes les pistes ont conduit à une impasse. La police a donc décidé de parler à nouveau à la famille Anderson et de poser des questions sur la vie personnelle d'Amanda. Étant donné la nature et le nombre de blessures, le mobile du crime pourrait être personnel. La mère d'Amanda ne pouvait pas imaginer qui aurait pu commettre ce crime. Elle a décrit Amanda comme une excellente élève, gentille avec tout le monde et pratiquante. Amanda n'avait pas de petite amie, mais environ 1 an avant sa mort, elle avait rencontré un jeune homme plusieurs fois, mais leur relation n'avait pas fonctionné. La police a retrouvé cet homme pour découvrir quel genre de relation il avait avec Amanda et s'il avait une raison de lui faire du mal. Il a expliqué qu'ils avaient des cours ensemble et allèrent parfois au cinéma avec des amis, mais qu'ils n'étaient pas un couple. Ils étaient sortis ensemble plusieurs fois, mais cela n'avait jamais été plus loin. Il a vu Amanda pour la dernière fois la veille de sa mort, alors qu'elle allait chercher Nate à l'église. Cela semblait être une autre impasse. Les enquêteurs ont donc décidé de revenir au début et d'examiner à nouveau toutes les preuves. Comme tout avait commencé avec l'appel de Nate au 911, ils ont décidé de réexaminer cet appel. Pendant la conversation, Nate avait dit qu'il n'était pas entré dans la chambre de sa sœur et que quelqu'un avait tiré sur Amanda. Lorsque le répartiteur a demandé « Et elle a un trou de balle ?» Nate a répondu « Il n'y en a pas qu'un, je pense qu'il y en a plusieurs dans sa tête. » Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du crime après l'appel de Nate, ils ont vu une scène terrible. Même eux, des personnes expérimentées dans l'enquête de tels cas, ne pouvaient pas dire immédiatement qu'Amanda avait été abattue plusieurs fois. De plus, il n'y avait pas d'armes du crime ni de douille sur les lieux. Alors, comment Nate savait-il que sa sœur avait été abattue plusieurs fois? Les enquêteurs ont conclu qu'il aurait été impossible pour quiconque se tenant dans l'embrasure de la porte de savoir qu'Amanda avait été abattue à la tête, encore moins combien de fois. Les officiers sont retournés à la maison des Anderson et ont examiné la porte qui, selon Nate, avait été forcée lorsqu'il est rentré chez lui. Bien qu'il y ait eu quelques éraflures sur la porte, la serrure elle-même n'était pas endommagée. Cela a permis à la police de conclure que quelqu'un essayait de faire croire que la porte avait été enfoncée. Le laboratoire criminel a vérifié toutes les armes saisies dans la maison des Anderson, concluant que l'un des pistolets était très probablement l'arme utilisée pour tirer sur Amanda. Il ne pouvait pas exclure la possibilité que ce pistolet de calibre 22 soit l'arme de ce crime. En analysant toutes les informations disponibles, les enquêteurs ont tiré une conclusion choquante. Il semble qu'Amanda soit morte aux mains de l'un des membres de la famille. Ce pistolet était dans une cachette sécurisée, donc le criminel savait certainement où il se trouvait. De plus, celui qui a tiré sur Amanda a ensuite remis l'arme à sa place. Le soir du crime, le père d'Amanda dînait avec un ami et sa mère était au travail. Seuls Amanda et Nate étaient dans la maison à ce moment-là, donc toutes les preuves pointaient vers son frère de 15 ans, Nate Anderson. Mais pourquoi aurait-il pris l'arme de son père et ôté la vie de sa sœur? Les enquêteurs ont étudié les événements de cette soirée en détail. Mark Anderson a dit qu'il avait appelé sa fille pour lui rappeler de venir chercher sa mère au travail. 12 minutes après, Mark a reçu un appel de Nate. Il pleurait et disait que quelqu'un lui avait tiré dessus. Il s'est avéré que Nate avait appelé son père avant d'appeler le 911. Mais pour informer les parents que leur fils avait pris la vie de leur fille, la police avait besoin de preuves concrètes. Ils devaient être sûrs avant de porter des accusations, car ils ne voulaient pas dévaster encore plus les parents d'Amanda et de Nate. Les enquêteurs ont décidé de parler à Mark Anderson sans accuser son fils de quoi que ce soit, mais les parents de Nate ont réalisé que la police soupçonnait leur fils. Lorsqu'on lui a demandé si Nate avait utilisé ce pistolet de calibre 22 récemment, Mark a répondu que quelques jours avant la mort d'Amanda, il avait donné le pistolet à Nate et qu'il avait tiré dans le jardin. Les officiers sont retournés à la maison des Anderson et ont trouvé plusieurs douilles de calibre 22 dans le jardin. Ces douilles correspondaient aux balles extraites du corps d'Amanda, mais peut-être que ce n'était qu'une coïncidence.
il n'y avait toujours pas assez de preuves. Cependant, 2 semaines après la mort d'Amanda, ils ont découvert quelque chose qui a dissipé tous les doutes. Les vêtements de Nate, qu'il portait lorsqu'il a trouvé sa sœur morte, ont été envoyés au laboratoire pour des tests avec du luminol. La réaction chimique a montré qu'il y avait des traces de sang sur ces vêtements. Un expert national en éclaboussure de sang a visité le comté de Smith et a aidé les enquêteurs à conclure que Nate Anderson était soit dans la pièce lorsque la fusillade a eu lieu, soit qu'il avait tiré les coups mortels lui-même. Les tests ont confirmé que les vêtements de Nate portaient le sang de sa sœur. Nate et Amanda étaient des frères et sœurs typiques. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'ils décident de lui tirer dessus? La police voulait trouver une réponse à cette question. Les photos d'Amanda et de Nate Anderson montraient de l'amitié et de l'affection, ce que leurs parents disaient être leur relation habituelle. Robert, l'oncle d'Amanda et de Nate, a décrit leur relation en ces termes. Il n'y avait pas d'animosité. Ils étaient des frères et sœurs chrétiens aimants. Ils avaient une relation avec Dieu. Et entre eux, une relation inséparable. Le 10 novembre 2010, la police a émis un mandat d'arrêt contre Nate Anderson. Ils l'ont trouvé à l'église et l'ont arrêté pour avoir pris la vie de sa propre sœur. Tous ceux qui connaissaient l'affaire étaient choqués. Personne ne pouvait croire que Nate ferait une telle chose. Qu'est-ce qui pourrait être plus dévastateur que de perdre votre enfant? Peut-être que lorsque votre enfant meurt aux mains de votre autre enfant. Le procès a commencé le 24 octobre 2011. Ce fut un long et émotionnel chemin pour beaucoup, en particulier pour la famille Anderson. Malgré les preuves contre le jeune adolescent, les membres de la famille ont juré de le soutenir. Nathan ne connaît rien d'autre que l'Église, l'école et l'amour, a dit la grand-mère du garçon, Dolores Anderson. Il ne ferait pas de mal à sa sœur pour rien au monde, c'est impossible. Je suis abasourdi. Les parents de Nate ne croyaient pas non plus qu'il était responsable de la mort d'Amanda. C'était déjà assez difficile de s'habituer à être 3, et maintenant, du jour au lendemain, on a l'impression d'être 2, a dit Stacy Anderson, la mère d'Amanda et de Nate. Juste en voyant son petit visage innocent là, c'est comme un mauvais rêve, menottant ses mains derrière son dos. Ils m'ont laissé enlever toutes ses affaires. Il avait un collier que les gens de l'hôpital lui avaient donné, une croix, et il ne l'a pas enlevé depuis. Mark a dit qu'il avait dit à Nate d'être fort. Il ne comprend pas comment quelqu'un pourrait penser qu'il pourrait tuer sa sœur qu'il aimait tant, et cela a vraiment détruit ma foi en ce système, a dit Mark. Mark a déclaré qu'il y avait eu un bref moment où il se demandait si la mort d'Amanda pouvait être un accident. Mais il a dit que la brutalité du crime en disait long. Pendant les premiers jours, j'avais cette appréhension que cela pouvait être un accident. Mais une fois que j'ai su qu'il y avait 4 coups de feu, cette partie s'est dissipée en moi, a-t-il dit. J'ai trouvé la paix avec ça et j'ai pensé, ça ne pouvait pas être Nathan. Ça ne pouvait pas être Nathan. Les Anderson ont dit que les autorités avaient ignoré des pistes comme une voiture vue garée dans l'allée au moment où le crime s'est produit. Ils ignorent les preuves qui exonèrent Nathan et se concentrent sur les preuves qui ne font que renforcer leur propre dossier. Et ils sont déjà à la télévision en disant que pour eux c'est terminé. A dit Mark. Nate a été jugé comme un adulte. Un expert qui a évalué Nate a dit qu'il était dans son meilleur intérêt de rester dans le système de justice pour mineurs, mais le juge n'était pas d'accord. Pour la première fois, l'État a révélé certaines des preuves que les enquêteurs avaient trouvées dans la maison des Anderson après la mort d'Amanda. Les procureurs ont affirmé que l'ordinateur de Nate montrait un historique de nombreuses visites sur des sites pour adultes et des dessins avec des scènes violentes. De plus, l'un des messages textes sur le téléphone d'Amanda disait que Nate devrait être abattu. Son ami a demandé pourquoi. Elle a répondu « Pour avoir tiré de très grandes agrafes sur ma tête et ne jamais aider à la maison ». Un expert évaluant Nate a témoigné que cette découverte commençait à poser une base possible pour un mobile dans cette affaire. Cependant, l'avocat de Nate a dit que les preuves présentées n'étaient pas inhabituelles.
En fin de compte, en février 2012, Nate Anderson a conclu un accord de plaidoyer et a plaidé coupable d'un crime de premier degré. Il a d'abord avoué à un psychologue, puis à ses parents, qu'il avait effectivement pris la vie d'Amanda. Dans une déclaration publiée par les parents de Nate et d'Amanda, Mark Anderson a dit « Il m'a dit qu'il avait pris sa vie en lui tirant dessus avec un pistolet qui était dans notre maison. Il a demandé mon pardon et je lui ai pardonné. » Leur mère, Stacy, a dit « En tant que mère qui aime ses 2 enfants, cela a été l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais vécue. » Le tribunal a condamné Nate Anderson à 20 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle dans 10 ans. L'avocat de Nate a dit que conclure l'accord de plaidoyer était dans le meilleur intérêt de Nate. Ils ont dit que ni Nate ni sa famille ne voulaient que cette affaire soit jugée. Les avocats de Nate ont été assez réservés quant au mobile du crime. Brett Harrison, l'un des avocats de Nate, a déclaré « Je ne vais pas entrer dans les conversations spécifiques que j'ai eues avec Nate ou avec quelqu'un de notre équipe, mais nous savons ce qui s'est passé et je vais en rester là. Il a été repentant, il a demandé pardon et cela lui a été accordé. Il y a eu beaucoup de conversations difficiles et beaucoup de larmes. » Harrison a ajouté « Il était évident pour nous que c'était un crime de haine car il n'y avait aucun signe d'autre traumatisme. » Le bureau du shérif du comté de Smith a indiqué que Nate avait le droit de demander une libération conditionnelle il y a 2 ans, mais malheureusement il n'y a pas d'informations disponibles à ce sujet. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.